BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Arnaud Le Gall. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la 571e émission. Vous n'y couperez pas, je vous donnerai chaque semaine le décompte parce qu'on se rapproche de la 600e, c'est toujours un bonheur. On retrouve tout de suite notre invité de la semaine. BFM Business, l'entreprise BFM. L'invité. Et l'invité, c'est bien sûr avec Arnaud Le Gall. Bonjour Arnaud. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et tous. Et aujourd'hui, quelqu'un qui nous aide à rendre nos extérieurs et nos jardins beaux. Il s'agit de Sylvain Legout, le fondateur d'Ougarden. Qui est-il et où va-t-il? Alors notre invité de la semaine, c'est un homme de l'industrie, ingénieur de formation, passé d'abord comme manager salarié dans des maisons comme Rowenta, Thomson Multimédia, encore Grosfilex, si mes informations sont exactes. Mais c'est en se focalisant sur autre chose, cette passion française qu'est le jardin, et puis en exploitant les potentialités d'Internet, qui a trouvé l'idée qui allait faire de lui un entrepreneur à succès et même désormais un dirigeant de TI. Ougarden, qu'il a créé en 2006, c'est en effet de la vente en ligne de produits pour l'extérieur de l'habitat. C'est ainsi qu'il le présente, c'est-à-dire au sens large du jardin, de la piscine, de la terrasse, du balcon, des jeux et aménagements pour les enfants et que sais-je encore. Des terrasses peut-être parisiennes. Bien évidemment. Les balcons, les rooftops. Alors, oui, c'est une tendance. Je vous parlais de TI, c'est une entreprise dont le chiffre d'affaires s'est élevé l'an passé à 65 millions d'euros. Oui. Je parle sous votre contrôle, Sylvain, mais qui, de toute évidence, si vous me permettez de très mauvais jeu de mots, est très loin d'avoir fini de pousser, avec notamment des ambitions à l'international, qui commencent à se décliner en Allemagne, un autre pays où on aime beaucoup l'aménagement de l'extérieur de l'habitat, des ambitions sur lesquelles notre invité pourra peut-être nous donner des précisions, de même qu'en matière de management, j'ai envie de le titiller. Il est adepte de l'innovation frugale et j'ai envie de savoir ce que ça veut dire dans une entreprise comme celle-ci. C'est une des clés des startups qui réussissent sans beaucoup d'argent. Merci Arnaud. Bonjour Sylvain Legout. Bonjour. Alors d'abord, est-ce que c'est une passion le jardin pour vous? Oui, c'est une passion. J'ai une maison. J'aime bien me détendre. Le jardin, c'est la détente, c'est la relaxation. Ça fait du bien. Moi, j'en fais le week-end, ça me détend. Quand vous êtes entrepreneur, vous travaillez beaucoup et de pouvoir sortir et travailler sur un carré potager, même tondre sa pelouse, ça change les idées. Alors, comment on est passé d'une passion à un projet d'entrepreneur? Et puis de Rowenta, Grosfilex, on peut un peu mieux comprendre. Un petit peu plus effectivement, oui. Mais un secteur comme celui-ci. En fin de compte, moi, à un moment, j'ai senti, alors je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, j'ai connu par la télé, l'entrepreneuriat, les magazines, j'ai suivi vos aventures, Columbus Café, je lisais le magazine L'entreprise. J'écris des bêtises grâce à Arnaud tous les mois, oui. Tous les mois, je regardais cette page, j'étais passionné, puis je voulais tout le temps, ça faisait longtemps que je voulais me lancer. Et puis à un moment, j'ai senti que sur le marché, grâce à Internet, le monde de la grande distribution allait changer, que les cartes allaient être redistribuées. On est en quelle année quand vous commencez à avoir ça? 2006-2005. J'ai envie de dire 2005, c'était les débuts de l'e-commerce, je voyais ce qui se passait. On n'envoyait que des petites choses à petit volume, des livres, des DVD. Et je me suis dit, là, il se passe quelque chose. J'ai étudié un peu, puis je me dis, l'avenir, ça va bouleverser, les cartes vont être trop distribuées, il y a quelque chose à faire. Vous êtes salarié à l'époque? Je suis salarié, Chez qui à l'époque? Chez Grosfilex, donc dans le monde du jardin. Qui fabrique des meubles de jardin. Qui fabrique des meubles de jardin. Très beau. Donc, j'étudie pendant un an. Vous continuez, vous étudiez en quittant votre job ou Non, je suis directeur industriel à l'époque. Tous les soirs, je bosse un business plan. J'ai envie de dire, le business plan, au début, il faisait 3 pages. Après, il fait 60 pages. Et quand les 60 pages sont là, je me dis, c'est le moment de me lancer. Et je me lance en prenant un congé création d'entreprise 1 an plus 1 an. Je sais pas si ça existe maintenant, mais à l'époque, ça existait. Parce que j'avais un peu peur, j'étais un peu frileux. C'est un parachute qui est bien. Ouais, c'est une très bonne chose. Il a aidé beaucoup de porteurs de projets, effectivement. Ouais. Et donc ça m'a aidé. Et puis, ça y est, c'est parti. Je me suis lancé tout seul. J'ai mis 45 000 euros d'économie, toutes mes économies dedans. Et puis, c'est parti. Avec un enthousiasme. On sent le plaisir, on sent le bonheur, on sent le bonheur. Jamais chez Sylvain. Quand même, l'étape business plan, parce que vous l'évoquiez, vous êtes ingénieur de formation, vous étiez directeur industriel. Oui, il fallait y aller quand même, c'est un vrai saut. Voilà, c'est un vrai saut, surtout quand on est sur une activité comme celle-ci. En plus, comme vous n'avez pas l'habitude de faire les choses à moitié, on imagine que ce business plan, vous l'avez pas tracé sur un coin de table au fil d'une ou deux nuits blanches. Beaucoup de nuits. Et donc, comment est-ce que vous avez fait en sorte de structurer les choses? Comment est-ce que vous avez glané les informations, des conseils peut-être aussi? Et puis comment on convainc son entourage d'y aller quand on a une forme de sécurité? Accessoirement, voilà. Oui. Donc je commence avant, je sais pas si ça existe, mais je crois que à l'époque il y avait un site qui s'appelait l'APCE, je sais pas quoi. L'agence pour la création d'entreprise. Et donc sur leur site j'avais récupéré
un business plan avec toutes les questions qu'il fallait se poser. Donc, j'ai tout imprimé. Très scolaire, mais... C'est le scolaire, ouais. C'est le site maintenant de l'agence France Entrepreneur qui continue effectivement de rendre le bon service à des gens comme vous. Super aidé parce que j'ai été obligé de répondre à certaines questions. Et quand vous lancez votre projet, au départ, vous pensez que vous êtes le meilleur du monde, que vous allez tout casser, que ça va... Puis quand vous vous posez les questions, quels sont vos concurrents ? Puis vous pensez qu'il n'y en a pas. Puis quand vous cherchez bien, vous dites, putain, il y a lui. Donc ça oblige à revoir son projet. Et j'ai envie de dire, quelque part, tout le travail que vous faites avant, il vous fait gagner du temps derrière. Bien sûr. Donc vous faites votre exercice de manière un peu scolaire. Ouais. Et vous lancez quoi? Quand on dit, ça y est, c'était parti, on s'est arrêté là tout à l'heure. Qu'est-ce qui était parti et comment? Alors, un site web? je vais 45 000, je fais le tour des banques, je vais voir les banques pour ouvrir un compte. Qu'est-ce qu'on décide de vendre? À qui on l'achète? Comment on le vend? Ça, dans le business plan, je l'avais structuré. Il vous oblige à faire vos gammes de produits. Moi, j'ai étudié le monde du jardin. Quelque part, au départ, je voulais même monter un magasin, mais je me suis aperçu que j'avais pas l'argent pour le faire. C'était le début d'Internet. Donc, j'ai essayé de faire le parcours comme si on rentre chez soi. Vous rentrez chez vous, il y a la sonnette, je vends la sonnette. Il y a la boîte aux lettres, je vends la boîte aux lettres. Il y a le portail, je vends le portail. Je vais sur ma terrasse, je fais l'univers de la terrasse. J'ai une piscine, je fais l'univers de la piscine. Je suis un jardinier, je fais l'univers du jardinage. J'ai structuré comme ça, encore très scolairement peut-être. Et puis, j'ai mis les gammes produits en face qu'il fallait que je trouve. Puis après, pour toutes ces choses-là, la sonnette, le portail. Oui, j'ai pris mon téléphone. Dès le début de l'offre. Dès le début. Comment vient le nom Hoegaarden? C'est parce qu'à l'époque, c'était la montre des doubles O pour les noms, c'est ça? Et puis, c'est Hoegaarden, c'est pour ça que je vous pose la question. Hoegaarden, ça fait anglais. Et puis je pensais déjà, à l'époque, à l'international. Quand j'ai écrit mon business plan, il fallait un nom qui soit connu en Allemagne. Et qui était libre. Hoegaarden.com, ça devait déjà être pris. Donc Hoegaarden.com, ça passait. Ah non, mais Hoegaarden, c'était pas pris à l'époque. Justement, c'est pour ça. Donc j'écris et puis je dépose tout de suite le nom. Et auprès de qui on achète les premiers produits pour avoir tout de suite un catalogue aussi riche? Alors, la chance que j'avais, c'est que je venais du monde du jardin, donc je connaissais les fournisseurs. J'allais sur les salons du jardin qui existaient, et donc je récupérais les cartes, et puis je me suis lancé comme ça. Après, j'ai appelé. Alors, au-delà effectivement du fait de réussir à trouver, à sourcer encore une fois les produits qu'on va vendre ensuite, il y a tout l'aspect logistique. Hors antenne, vous me racontiez effectivement les débuts, quand vous n'aviez pas encore structuré toute votre chaîne logistique, on vous amène un camion de 7 tonnes, et vous aviez même pas de quoi dans votre jardin, justement, gérer la manutention de la cargaison en question. Comment est-ce qu'on petit à petit vous vous êtes étoffé de ce point de vue-là? Je pense qu'il faut avoir un état d'esprit au départ. On parle de l'innovation frugale, et moi, comme je le disais, j'ai une valeur qui est vraiment importante chez Hoegaarden, c'est de se dire que nos idées sont toujours plus fortes que nos moyens. Voilà, et j'explique à un moment que pour avoir un prix, pour me battre face à la grande distribution, il fallait que j'achète un camion complet de produits. Le camion, il arrive, et le gars, il dit, ouais, mais, le chauffeur, il me dit, mais il fait 7 tonnes le camion. Vous n'avez pas de chariot élévateur? Je dis non. Mais on a trouvé des solutions. Avec un diable, en faisant des niveaux. C'était livré où? Chez vous, dans votre garage? Non, j'avais un petit local que j'ai encore actuellement de 300 mètres carrés dans une l'équivalent du garage. Voilà, c'est le day one d'Amazon. C'est le jour 1. C'est le jour 1 d'Amazon. Donc, il fallait trouver des idées. Et le déchargement avec le diable. Voilà. Ouais. Voilà. Mais j'ai beaucoup appris parce qu'en faisant ça, j'ai pu acheter le camion. Avec mes petits moyens. Un diable? J'ai téléchargé avec le diable, ouais. J'ai 2 fois 7 tonnes dans la journée, parce qu'après... Je vous ai bien crevé le soir. Mais c'est ça la vie. On s'est dit, ça démarre bien l'aventure. Ouais, mais c'est... Alors, ok, vous avez des fournisseurs. Vous n'avez pas encore des très bons prix, mais enfin, ça va venir. Oui. Comment on se lance? Parce qu'il faut faire connaître le site. Et on sait bien que c'est l'accès à la distribution pour les startups est un élément crucial du succès. Oui, mais je pense que grâce à Internet, et on peut critiquer Google, mais grâce à Google... vous pouvez vous battre à jeu égal face à la grande distribution. Parce que Google vous dit, essayez de mettre 50 € en achetant des mots. Vous pouvez acheter le système AdWords, vous achetez des mots et vous regardez si vous vendez ou pas. Donc c'est très simple, vous achetez des mots, les gens cliquent, ils achètent, vous avez un taux de transformation, un ROI. Chose que vous pouvez pas faire avant, parce qu'avant, il fallait faire du prospect. Mais sauf que tout le monde veut les mêmes mots. Quand il y a plusieurs sites concurrents sur les mêmes types de business, et plus les gens les veulent, plus ils sont chers, ces mots. Il y a des mots disponibles, mais ça réclame de développer des vraies compétences, justement, en termes d'utilisation de Google AdWords. Un ami entrepreneur qui était, je crois, à ce micro, Bernard Jomard, a développé un vrai talent d'expert de ce point de vue-là. Et vous aussi, c'est vous qui vous y êtes collé, c'est quelqu'un de votre équipe? Comment vous vous organisez? C'est moi, j'ai regardé ce qu'on appelle des tutos, j'ai lu dans la presse, j'ai acheté des bouquins, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseigné. Et puis, je me suis lancé. Alors, au début, vous faites des erreurs, mais là aussi, vous apprenez, vous emmagasinez de l'expérience. Les mots sont peut-être chers, mais
ça vaut le coup de payer cher si vous avez un bon ROI derrière. Hein. Bien sûr. Donc ça a marché rapidement. Est-ce qu'il y a des moments difficiles et à quel moment l'entreprise aujourd'hui, on l'a quand même pas rappelé, mais elle a des entrepôts un peu partout, elle s'installe sur des marchés internationaux. Vous avez combien de collaborateurs? J'ai 150 collaborateurs. Donc on s'approche d'une ETI, on est à 70 millions d'euros. On est ETI. On est une ETI. Quelles ont été les grandes étapes entre ces moments un peu bricolo avec le diable et l'Excel et les bouquins le soir pour comprendre? Les grandes étapes, ça a été la première étape, c'est d'avoir un vrai entrepôt déjà. Là, ça a changé la vie parce qu'avant on était sur 300 mètres carrés. Vous êtes un logisticien, il faut quand même le rappeler. Beaucoup. Pas que. J'ai de la chance d'être ingénieur, j'ai de la chance d'aimer le produit, d'avoir fait du développement. Non, mais votre métier est un métier de logisticien, beaucoup aujourd'hui. C'est vous qui livrez. Il a même changé notre métier. Ce sont vos entrepôts qui livrent. Oui, c'est nos entrepôts. Mais maintenant, on a été plus loin. On vient de monter un bureau d'études, un centre de recherche, parce qu'on va aller plus loin dans le produit. On veut être reconnu comme une marque, on veut apporter de l'innovation, on veut changer le monde du jardin. Le monde du jardin, pour moi, c'est un marché qui s'est un peu endormi. Donc on va essayer d'apporter de l'innovation pour rendre encore plus plaisant le jardin aux gens. Ça va être pardon Arnaud. Mais je reviens sur cet aspect logistique, parce que quand même, il y a un stock à gérer, des flux à gérer, une organisation rationnelle à avoir dans ces entrepôts, de la formation, du contrôle de la qualité de service. Ça s'improvise pas. Pour vous, ça peut sembler évident. Et puis avec votre énergie, on veut bien croire que pas grand-chose ne vous arrête. Mais tout de même, il a fallu créer une sorte de culture du service et de l'organisation de votre entreprise. Comment vous vous y êtes pris ? En fin de compte, moi, en tant que directeur industriel, j'avais de la production et j'avais de la logistique déjà dans mon expérience. Vous aviez des repères, d'accord. J'avais déjà des repères. J'ai envie de dire, la production, c'est beaucoup plus difficile que la logistique. Surtout en Europe ou en France, où les lignes ne doivent jamais s'arrêter. Donc, quand vous faites que de la logistique, pour moi, ça m'a pas semblé compliqué quelque part. J'ai mis les choses en place, je connaissais les organisations, comment il fallait faire, comment il fallait fonctionner, qui il fallait embaucher, comment il fallait se structurer. On a investi un moment dans un système d'information pour gérer nos stocks. Et quelque part, j'avais l'expérience, donc ça m'a pas gêné. Ce qui était peut-être plus dur, c'était l'aspect marketing que j'avais pas, ou l'aspect vente que j'avais pas dans ma formation. Ça peut être aussi un peu capitalistique, parce que je ne sais pas comment sont structurés vos entrepôts, mais souvent il y a des investissements à faire dans des systèmes de convoyage, effectivement, pour la gestion des flux. Est-ce que vous avez investi de ce point de vue-là? On n'a pas parlé financement de l'aventure, parce que je me posais cette question en vous écoutant. Comment est-ce qu'on arrive à financer aujourd'hui, je ne sais pas combien d'entrepôts, mais vous avez dit 5 entrepôts. 5 entrepôts. Et comment vous financez l'aventure? Et des centaines ou milliers de références, on imagine. Donc, Et du stock. Alors, on a du stock, des références, on a que 6000. Déjà, c'est pas mal. Comment vous financez l'aventure? Alors, je voulais répondre à la question logistiquement. Elles sont liées. Allez-y. Au niveau investissement, un entrepôt, c'est pas très cher. Hein. C'est juste des racks. Et moi, je reste toujours avec nos valeurs, c'est-à-dire l'innovation frugale. Nous, on n'a pas investi dans des robots, on n'a pas investi dans des trucs automatisés, on reste encore assez manuel. J'aime bien cette notion d'amélioration continue, de Kaizen qu'on peut connaître dans l'industrie, qu'on essaye d'appliquer dans la logistique et qui évite de faire des investissements en améliorant les processus. Donc, on essaye d'être dans cette démarche. Ça nous aide bien et ça évite des investissements qui sont colossaux et que nous, on ne pourrait pas faire. Pour autant, y a-t-il eu des fonds levés pour cette aventure? Oui, alors il y a eu des fonds levés. C'est déjà vers 2 millions, on faisait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Moi, les banques m'ont alerté qu'il fallait que je renforce mes fonds propres. Donc, j'ai trouvé un business angel, quelque part, un ancien banquier qui avait monté des maisons de retraite. Je peux citer son nom, Pierre Colmar, de la financière de la retraite. Ceux qui ont des entrepreneurs, il faut les citer. Non, mais pour la cause. Donc, il a investi 400 000 euros qu'on faisait. C'est beau. C'était très bien, il m'a beaucoup aidé, mais au-delà de ça, il m'a apporté beaucoup d'expérience. Tout l'aspect financier, et il est toujours dans la société, et il m'aide toujours sur la partie c'était banque. Plus qu'un investisseur, en fait. Oui. Un vrai business angel. Un vrai business angel, passionné par de l'argent intelligent. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et après, on a continué à développer la société, et à un moment, c'est aussi les banques qui vous disent, attendez, là, vous êtes trop limite, il faut renforcer encore les fonds propres. Donc, on a fait, quand on a atteint 20 millions d'euros, on a refait une levée de fonds de 4 millions d'euros. Auprès de fonds d'investissement classiques? Ouais, auprès de fonds d'investissement classiques français. Vous le vivez bien? On a reçu pendant longtemps ici des fonds, moi, je des couples entrepreneurs investisseurs. Je suis très content de mes investisseurs.
je m'entends bien, ça se passe bien, il y a des échanges et ça se passe très bien. Ouais. Arnaud ? Je reviens sur cette culture managériale qui est la vôtre. On voit que votre culture d'ingénieur de production s'est traduite ensuite en réalité très très concrète dans la manière dont vous abordez maintenant une activité qui est plus de service. Vous revendiquez cette inspiration là de l'innovation frugale. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça change au quotidien et en particulier dans la manière dont vous partagez ça avec vos équipes ? Et pour ceux de nos auditeurs qui tiltent pas forcément sur l'innovation frugale, est-ce qu'on peut la rappeler au-delà de ce que vous avez déjà expliqué ? Naviraju pour les nuls. Voilà, Oui. exactement. Moi, j'aime bien cet exemple qui est vraiment très simple où on dit il faut refaire le frigo. Et des Indiens, ils sortent un frigo avec de l'argile qui arrive à tenir les aliments pendant 4 jours. Vous faites le même projet, vous demandez aux États-Unis de réinventer le frigo, ils vont sortir des applications pour vous aider à gérer votre frigo. Et ben, d'arriver sans argent à sortir un frigo sans électricité, c'est ce qu'ils ont réussi à faire en Inde. C'est là où on voit qu'il faut vraiment être ingénieux, faut penser différemment. En mode participatif aussi, hein, c'est important. Participatif. Quand on a moins d'argent, l'imagination reprend le pouvoir. Voilà. Et c'est la valeur qu'on a chez Hoegaarden. Moi, je pense toujours comme ça. Je dis, c'est nos valeurs, nos idées doivent être toujours plus fortes que nos moyens. C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent. C'est une phrase que vous utilisez avec vos équipes, ça, par exemple? Ah oui, ça fait partie. Comment on manage une équipe frugalement? Parce que vous, ok, c'est dans vos gènes. Vous, c'est dans vos gènes. Et visiblement, ça l'amuse. Il adore ça. Ses yeux brillent. Non, en limitant le budget. Quand vous avez des contraintes, vous avez un cadre, on a tant d'argent. Moi, on peut pas me dire qu'on peut pas faire telle chose. Je dis bon, voyons comment on peut la faire différemment. Parce qu'autrement, c'est très simple. Vous prenez des consultants, vous allez chercher des outils qui existent ailleurs. Puis quand vous voyez le prix, vous dites oh purée, c'est cher. Ah ouais. Bon, nous, on se dit on va le faire. Et comment on peut le faire? On essaye de penser différemment et on arrive à trouver des solutions. Sylvain Legout, finalement, rien ne vous prédestine véritablement à devenir entrepreneur, le jour de la tête d'une ETI qui va encore grandir, je l'espère, et peut-être être une licorne un jour, mondiale. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce passage? Vous avez dit, j'ai beaucoup lu, j'ai passé des nuits à essayer de bosser, à faire des PowerPoint, des Excel, des machins. Quel est le passage, la partie la plus difficile du passage que vous avez ressenti, ou la plus facile finalement? Avec maintenant 10 ans de recul. Ouais. Avec 10 ans de recul, les difficultés, je pense que ma plus grosse difficulté, c'est d'essayer c'est le recrutement quelque part. Encore aujourd'hui ou dès le début? Encore aujourd'hui, parce qu'on n'est pas assez connus, on n'a pas assez parlé de nous. Et puis on s'aperçoit que de rentrer dans une entreprise qui est en moyenne, nous on a une croissance en moyenne de 30% par an. Hein. En n'étant pas connu, comme vous disiez. En n'étant pas connu. Beaucoup l'aimeraient. Et en commençant tout juste à s'internationaliser. Oui. C'est vraiment le début de l'histoire, comme je vous le disais. Ça veut dire que vous rentrez dans une société qui évolue tout le temps parce que le chiffre d'affaires évolue et vous êtes obligé de changer votre organisation, vos processus tout le temps. Et je m'aperçois que c'est ce qui est le plus difficile pour les gens. Faut accepter. Le recrutement. Pour nous, le recrutement est de recruter des gens qui sont capables d'intégrer ça à la croissance et d'accepter de changer tout le temps, que les processus changent. Est-ce que c'est pas la vie normale d'une start-up, ça, justement? Si, c'est la vie normale d'une start-up, je pense. Mais bon, je pense que peut-être que les gens sont trop formatés. Ils doivent réfléchir comme ça. Ils sont peut-être pas assez ouverts ou ils s'attendent pas à ça. Alors, il y a des gens qui s'adaptent super bien. Hein. Et j'ai envie de dire, quelque part, nous on dit chez nous, quand quelqu'un reste 3 ans, il peut rester 10 ans parce que... Vous n'avez pas répondu à ma question sur comment on rassure son environnement familial ou personnel quand on se lance dans une telle aventure. Est-ce que peut-être n'était-il pas inquiet? C'est peut-être une Non, je pense pas. Mon épouse, depuis qu'elle me connaît, elle sait que j'ai envie de monter ma boîte. Ah oui, donc c'est vieux. Tout le monde autour de moi sait que j'ai envie de monter ma boîte. Sauf que, comme j'ai dit, j'ai mis un certain temps. Par peur peut-être de faire le pas, de sentir le bon truc. C'est pas simple hein, quand on vient pas d'un milieu d'entrepreneur, de se dire purée, je vais dans l'inconnu, qu'est-ce que je vais perdre? J'ai une maison à payer. C'est quoi votre plus grand plaisir le matin quand vous allez bosser? Il y en a un certain nombre. Ouais, je suis content de venir au boulot le matin. Moi, je suis pas réveillé, que je pense déjà à la boîte, à ce que je vais faire. Il y a eu aucun moment où vous vous êtes dit on va pas y arriver? Non, jamais. Jamais, je suis quelqu'un d'ambitieux et comme je dis à mes équipes, je partirai en retraite quand on fera 1 milliard d'euros. Alors je le dis en rigolant. Mais... je voulais parler d'une licorne. Je parlais d'une licorne. Mais au fond de moi-même, en tout cas. Au fond de moi-même, je pense à ça. C'est que je me dis que tout est possible. Il faut pas se donner de limite. La seule limite c'est soi-même. Donc si on se donne pas de limite. Et le marché sur un business comme le vôtre, il est véritablement international où chaque pays a ses spécificités en termes d'usage, en termes notamment dans le jardin, il y a plein d'habitudes différentes d'un pays à l'autre. Oui, mais ça reste un peu. Déjà entre France et Allemagne, c'est pas tout à fait la même culture. Oui, alors c'est vrai que par exemple les Allemands,
Ils vont à l'extérieur pour boire un verre. Ils mangent pas à l'extérieur quelque part. Par contre, ils vont Il fait mauvais aussi. Il fait jamais beau. Pardon, je caricature. Ouais, mais c'est pas la Provence. Mais ils arrivent tout de C'est même pas à la boire toute l'année à Provence. l'extérieur. Ils n'ont Mais- pas la Côte d'Azur. Oui, ils n'ont pas la Côte d'Azur, mais bon, ils ont des braseros où ils font du feu autour. Ils aiment bien même l'hiver aller boire une bière dehors et tout ça. Alors qu'en France, on va tout fermer. Oui. Par contre, nous, l'été, on va plus manger dehors. Mais quelque part, le plus gros marché européen, c'est l'Allemagne. Hein. C'est un marché de 13 milliards d'euros. Hein. L'Europe, c'est un marché de Vous y 80 pesez quoi millions. aujourd'hui? Ça pèse quoi aujourd'hui l'Allemagne dans vos 70 millions d'euros de chiffre d'affaires? Chez nous, ça pèse pour l'instant 6-7%. On n'a pas parlé de croissance externe, il nous reste 1 minute et 20 secondes, donc réponse courte, mais il y aura de la croissance externe? Non, il n'y aura possible pas de Il y aura croissance externe. Par Il y aura contre, pas on s'est lancé à l'international, on vient d'ouvrir une filiale, pourquoi pas en ouvrir une autre. On reste en Europe? On reste. Oui, pour l'instant, on reste en Europe parce que On peut pas l'arrêter. Ouais, enfin pour l'instant, quand on reste en Europe. l'Allemagne, c'est au centre de l'Europe. Et là, quand on est en Allemagne, on regarde autour de soi, on se dit Il y a la Pologne. il y a l'Autriche, la Pologne. On peut la regarder Hollande. vers l'Est. Hein. On peut regarder vers l'Est. Oui, Des oui, marchés la comme la Pologne, Russie qui un jour se des marchés rouvriront. à forte croissance. Hein. Quand vous avez démarré la boîte, vous vous êtes dit que vous la meneriez aussi loin ou pas? Oui. Parce que J'adore. On le prendra Désolé, pas en rien que défaut, dans le hein. nom, rien que quand j'ai créé le nom, il fallait que ça soit un nom qui soit connu de tout le monde. Ougarden. Voilà, c'est l'ambition. Allez, Ougarden, vous avez vu l'énergie du fondateur, nul doute qu'il deviendra une licorne, il s'appelle Sylvain Legout. Quant à nous, on vous abandonne pas. On retrouve tout de suite la niègue de la semaine en compagnie de Sylvain. BFM